Bonjour Djillali Lanan. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Comment ça se passe en ce moment dans votre service de réa, tout simplement? Tout simplement, la situation malheureusement reste très tendue, c'est-à-dire que le service est complet, essentiellement, pour ne pas dire exclusivement, avec des patients atteints de la forme grave de la Covid-19, et les sollicitations quotidiennes pour admettre de nouveaux patients sont de plus en plus nombreuses. Tendu, les services le sont depuis des semaines. Qu'est-ce qu'il y a de singulier dans la période que vous êtes en train de vivre en ce moment dans les services de réa, le vôtre et les autres? Effectivement, ça fait depuis fin décembre que la Ça. situation est tendue, mais depuis 15 jours, on a une véritable acutisation, pour prendre un terme médical, c'est-à-dire une aggravation de la situation, de cette tension, du fait de l'accumulation du nombre important de formes graves de la Covid-19, de la présence toujours importante de patients atteints d'autres maladies que la Covid-19 et d'une fatigue accrue des soignants. Il y a des gens peut-être qui vous regardent ce matin et qui disent « Bon, très bien, ça fait presque un an qu'on voit des médecins défiler sur les plateaux de télé et qui nous disent « C'est tendu dans les services de réa ». Au final, ça tient. Est-ce que cette fois-ci, ça tiendra encore? Oui, ça tient, parce qu'il faut être optimiste. Bien sûr qu'on y arrivera. Bien sûr qu'on va passer ce cap difficile, tout aussi difficile qu'il soit. Mais ce qui compte, c'est comment on s'en sortira. C'est-à-dire, il faut qu'on ait le moins de séquelles possible de cette Parce que nouvelle qu'est-ce vague. que vous redoutez au quotidien quand on est à la tête du service, d'un service de réa comme le vôtre? C'est quoi? C'est à un moment donné de dire non à certains patients qui arrivent? C'est de trier des patients, comme on l'a dit tout au long de la crise? D'abord, c'est une responsabilité lourde parce qu'on est quelque part le dernier rempart, le dernier lien avec la vie. Donc, c'est d'abord et avant toute chose pour nous la nécessité de sauver le plus de personnes possible, de plus de vies et de redonner des vies de qualité au plus grand nombre. C'est ça qui nous préoccupe tous les jours. Mais vous refusez des patients? Alors oui, on est amené ces derniers jours à refuser des patients parce que nos capacités sont saturées. Et donc, pour l'instant, en Île-de-France, on arrive encore à trouver quelque part une place pour tous les patients. Vous craignez que ce soit pire dans les 15 jours qui Oui. viennent. C'est pour ça que vous êtes là ce matin, avec des mesures de restriction, je le disais, qui ont été annoncées vendredi, qui sont suffisantes selon vous, au vu de la situation qui est la vôtre, encore une fois, dans votre service? Moi, je crains qu'elles ne soient pas suffisantes pour pouvoir rapidement faire baisser la tension. La tension baissera. Ces mesures finiront par être suffisantes, mais tout est une question de temps. Et donc, le niveau, on le voit bien d'ailleurs, puisque beaucoup de gens ont du mal à comprendre les consignes. Et donc ça entraîne des difficultés à les suivre. Il y a un nouveau slogan pour les consignes. Dedans avec les miens, dehors en citoyen. C'est plus clair? Je ne suis pas certain que ce soit véritablement plus clair. Je souris parce qu'il faut quand même sourire, mais on voit ce qui se passe en Allemagne. On a vu dans le journal de 7h30 avec des mesures de restriction supplémentaires qui ont été annoncées hier par la chancelière. C'est-à-dire qu'il faudrait peut-être en passer par là. Oui, parce que l'Allemagne a décidé d'entrer dans ce qu'on appelle la stratégie zéro Covid, même si elle va mettre du temps pour y arriver. C'est-à-dire de ne pas laisser le feu repartir. Dès la moindre petite apparition d'une nouvelle flamme, d'un nouveau cluster, crac, on met le couvercle dessus pour l'étouffer. C'est la seule stratégie qui permet d'attendre que l'on ait atteint cette fameuse protection vaccinale collective. Ce n'est pas celle qu'on a choisie. Ce n'est pas celle qu'on a choisie en France. En France, on a choisi d'essayer de vivre avec le virus. Et on en paye le prix. Et on en paye le prix. Est-ce que vous diriez que collectivement, on est en train d'accepter la mort de 300 personnes, plus de 300 personnes parfois, par jour? Quand vous dites on a renoncé et on ne fait pas comme les Allemands, zéro Covid, ça veut dire limiter au maximum le nombre de morts. Est-ce qu'on est en train d'accepter? Écoutez, je ne suis pas persuadé qu'on est en train d'accepter. En tout cas, dans mon quotidien, on voit aujourd'hui que lorsque les familles souffrent d'avoir perdu un proche, on sent bien que elles perçoivent une certaine forme d'injustice. Elles perçoivent une certaine forme de, finalement, mort illégitime, mort indue. Et je pense que cette révolte va grandir. Il y a une colère des familles. Un de vos confrères qui témoigne dans Le Parisien ce matin explique que c'est de plus en plus tendu avec les familles, les patients Covid. Oui, c'est de plus en plus tendu et les familles ont raison. Elles ne comprennent pas qu'un an après, cette maladie continue malheureusement de tuer. Et je dirais pire, elle tue plus que lors de la première vague. Donc on a ce sentiment, et les familles donc, sont très en colère, elles ont le sentiment que c'est le virus qui gagne du terrain sur nous, alors qu'on a l'impression que dans d'autres pays, ils ont réussi à renverser la vapeur et à prendre le dessus sur le virus. Et cette situation-là, elle crée une grande frustration, d'autant plus grande que les familles sont directement touchées par la maladie. Les familles sont en colère, et vous? Ça vous arrive?
Alors, oui, ça peut nous arriver d'être en colère, mais si on est en colère, on essaie d'avoir une colère constructive et positive. C'est-à-dire, on essaie de ne pas forcément sortir de nos principales préoccupations et de nos motivations quotidiennes. Il y a quelque chose qui a changé en un an. Il y a un an, à 20h, on sortait tous pour applaudir les soignants. Plus personne ne le fait. Parfois, on leur reproche même de ne pas vouloir se faire vacciner. Est-ce que ça pèse dans les services, sur le moral des troupes? Non, ce n'est pas ça qui pèse sur le moral des troupes. Sur le moral des troupes, ce qui pèse, c'est d'abord la fatigue. La fatigue et deuxièmement, le sentiment de ne pas voir le bout du tunnel, ou plus précisément qu'à chaque fois qu'on a l'impression de voir le bout du tunnel, il y a quelque chose qui vient l'éloigner un peu plus loin. Donc ça, c'est très frustrant pour les soignants que nous sommes. Que répondez-vous à ceux qui disent « oui, on pourrait écouter les scientifiques et tout fermer et aller vers une stratégie zéro Covid ». Sauf qu'aujourd'hui, on a un pays qui a une santé mentale fragile. Encore une fois, on en a parlé à l'instant dans le journal de 7h30. C'est pris en charge par le Premier ministre et le ministre de la Santé qui se sont vus hier précisément sur ce sujet-là. Vous sentez la santé mentale du pays se dégrader également ? Bien sûr, la santé mentale du pays se dégrade. Mais elle se dégrade à cause de qui? À cause du virus. Il ne faut pas se tromper. C'est bien le virus qui place notre société. C'est pas l'enfermement ? L'enfermement, en réalité, l'enfermement, on le subit depuis un an, sous une forme ou sous une autre, que ce soit le confinement total ou le couvre-feu. Et donc, c'est bien cette perte chronique de ces libertés qui nous mine mentalement. Et donc, c'est bien ça qu'il faut réussir à casser comme cercle vicieux. Et c'est là où, moi comme d'autres, on est partisans de cette stratégie zéro Covid, parce que c'est celle qui donne le plus d'espoir. Ça semble tellement loin, la stratégie zéro Covid, à l'heure où on a plus de 30 000 nouveaux cas par jour. C'est encore temps d'aller vers une stratégie zéro Covid, ou est-ce que maintenant il faut attendre la vaccination? Il n'est jamais trop tard, parce que d'abord, la stratégie zéro Covid, elle intègre la vaccination. Elle intègre la vaccination de masse, qu'on devrait, on espère, avoir enfin dès le mois d'avril, dès ce mois-ci. Et donc, c'est bien cette combinaison de facteurs qui inclut la vaccination de masse qui est la plus grande probabilité, qui donne la plus grande probabilité d'avoir un éclairci au 14 juillet que... Immunité collective au 14 juillet, vous y croyez? Moi, je pense que c'est un objectif atteignable. Quand vous voyez 35 centres déployés à la fois par l'armée, les pompiers sur le territoire national, des vaccinodromes, comme on dit, pour mettre en place la vaccination de masse, vous dites lentement mais sûrement? Je dis enfin. Oui. Enfin, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut qu'on y arrive, il faut qu'on utilise tous les outils possibles. Il faut que l'on puisse vacciner davantage dans les entreprises. Il faut qu'on puisse vacciner dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, dans les universités. À tout endroit, on doit pouvoir vacciner. Et il ne faut pas que la vaccination soit l'exclusivité de certains soignants. Eh bien, je vous dis bon courage et merci, Gilles Alianal. Merci Caroline, merci professeur.